On a, dans l'ordre mathématique, deux noms propres. Je résume, si vous voulez, la tragédie, le pathétique de la. Il parle du pathétique du questionnement chez Heidegger, le pathétique de l'humiliation chez Badiou, la destruction du fils détruit chez Badiou. Dans l'ordre mathématique, on a deux noms propres qui sont indéboulonnables par Badiou, pour Badiou. Ils sont géniaux, il ne peut pas les déboulonner, il n'est pas lui, c'est pas un mathématicien génial, il ne peut pas les contredire. Dont l'un est un juif martyrisé par les nazis. Voilà comment Badiou s'exprime par rapport à Lothman. Je dois ici déclarer que les écrits de Lothman sont proprement admirables et que ce que je leur dois, jusque dans les intuitions fondatrices de ce livre, L'être et l'événement, ne se laisse pas mesurer. Vous voyez, donc là, vraiment, on a un nom propre indéboulonnable. Et dont l'autre nom propre, Dieudonné, Jean Dieudonné, adoube littéralement le premier en expulsant le Nigogue Badiou, mathématiquement parlant, de l'opération. Ça, c'est dans l'ordre mathématique. Et dans l'ordre philosophique, que méprise et que récuse Jean Dieudonné pour traiter de mathématiques, il y a un nom propre qui est adoubé par le génie juif mathématicien martyrisé par les nazis et qui bouge pour sa part tout l'horizon de la philosophie contemporaine, alors qu'il s'est lui compromis avec le nazisme, c'est Heidegger. Pourquoi s'en prend-il à Heidegger? Parce que de ces trois noms propres, il y en a deux qui sont indéboulonnables et il y en a un qui reste le plus aisé à réfuter, donc Heidegger, au sens où nul lecteur de Badiou n'a étudié la Heidegger. Badiou est écrit pour des gens qui ne connaissent rien à la pensée de Heidegger. Si vous avez lu un petit peu de Heidegger, vous lisez 10 lignes de Badiou, vous voyez l'entourloupe. Vous la voyez immédiatement. Lire Heidegger, ça reviendrait à faire exploser la baudruche Badiou comme une vulgaire piñata axiomatique. Et par conséquent, nul de ses lecteurs ne prendra le temps de vérifier la véracité des assertions de Badiou concernant l'être selon Heidegger. Et donc, du coup, il peut librement proférer des énormités sans jamais se poser une seule des questions si profondes de Heidegger concernant le mot sein, que Heidegger écrivait S-E-I-N ou S-E-Y-N ou sein barré, ou avec, on l'a vu lors d'une séance, avec des hiéroglyphes dont personne n'a jamais démontré le sens. Là, on n'est pas dans la vérité intégralement transmissible. On est dans le questionnement pur, on est dans l'énigme, on est dans la poésie de la pensée. Prétendre que le seul domaine de l'être est la mathématique, c'est s'interdire d'en proférer quoi que ce soit qui s'émancipe du mathème. Or, Badiou ne cesse de transgresser cet interdit que lui-même inflige d'autorité à son lecteur, un peu comme dans cette blague cruelle, très cruelle, d'un homme dont des voyous vont violer la femme à plusieurs reprises et il trace un trait sur le sable, c'est sur le bord de l'autoroute, et lui dit si tu sors de ce trait pendant qu'on viole ta femme, on te tue. Et il viole la femme et puis ils s'en vont et la femme, elle voit son mari, il hurle de rire, elle dit mais qu'est-ce qui te prend? Et il dit je suis sorti 3 fois du cercle, ils ne sont même pas aperçus. Voilà. C'est exactement ça. Il transgresse l'interdit que lui-même il inflige d'autorité à son lecteur. En revanche, parce que c'est un pervers et que c'est un sournois et qu'il a besoin de trahir les grands noms propres qui lui font de l'ombre et qui l'humilient, comme il a trahi son père dans l'opéra avec ce discours de cette Claire, hein, vous vous souvenez au début de la séance. Il lui faut contrecarrer à la fois Dieudonné et Lautmann, et Badiou n'a d'autre choix que de dénicher un quatrième nom propre génial, et quel nom? Le nom le plus glorieux possible selon les critères du judaïsme. Tiens. C'était apparaît maintenant un grand mathématicien du XXe siècle, et ce mathématicien, il porte un nom, et non seulement il est juif, comme Lothman, mais il porte le nom le plus prestigieux que peut porter un juif comme nom propre, qui n'est pas un nom propre, qui désigne le statut de l'aristocratie suprême chez les juifs, qu'on appelle un Cohen, un prêtre. Ce prêtre juif que Badiou idolâtre, il l'idolâtre vraiment, va d'une part, et on va comprendre pourquoi là il jouit sur place, il met en miettes la théorie des ensembles, qui était déjà déconsidérée par Dieudonné. Et donc, d'une certaine manière, il met en miettes tout ce qu'a jamais considéré le Badiou. C'est pas grave. Et d'autre part, il va offrir à Badiou deux concepts clés en main, dont un que je vous répète depuis tout à l'heure, c'est-à-dire deux ustensiles en tenaille propres à faire jouir son autoritarisme symbolique. Le premier concept, c'est le forcing, qui va retraduire, lui, en forçage. Alors, exemple de forçage, je vous l'ai dit, lorsqu'il décide que Russell ne croit pas à sa propre excellente opinion sur les mathématiciens, ou par exemple lorsqu'il décide que le non-juif n'est qu'un prédicat, c'est du forcing, c'est du forçage, au sens rhétorique, évidemment, et le générique, entre guillemets. C'est un autre concept du Cohen, du grand prêtre juif qui va idolâtrer Badiou.
qui abolit tout nom propre par la magie du multiple générique, selon Badiou. Le multiple générique, il se soustrait au savoir, dit Badiou, déqualifié, imprésentable, posant le problème profond de l'indiscernable, c'est Badiou qui parle, de l'innommable, de l'absolument quelconque. L'innommable. Eh bien, ce nouveau nom propre, ce Saint Paul, si l'on veut, de cet évangile portatif que Badiou est en train de composer, et on va voir, c'est donc Paul Cohen. Paul Cohen, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, que je ne connaissais pas avant de préparer cette séance. C'est quelque chose d'intéressant parce que Guillaume d'Estivers, il a senti aussi qu'il y avait quelque chose qui se nouait entre les deux pôles, le Saint Paul catholique et le Saint Paul juif. Alors, il ne dit pas juif, Guillaume d'Estivers, il dit herméneute, je crois, je ne sais plus comment il le tape, enfin, mathématicien. Il y a deux grands pôles, deux grands Saint Paul chez Badiou. Et là, il a trouvé le Saint Paul qui va pouvoir le faire jouir. Comme l'autre dit, il n'y a ni juif ni grec. Il y en a un autre qui, en inventant le forçage et le générique, va lui permettre de clouer le bec aux deux grands noms propres indéboulonnables que sont Dieudonné et Lothman. On ne parle même plus d'Heidegger, parce que je vous dis, Heidegger, il l'a réfuté d'une manière sournoise, sans que personne s'aperçoive de l'entourloupe. C'est très facile, puisque ce n'est pas un mathématicien. Je voudrais dire ici que les concepts de Cohen, c'est Badiou qui parle, généricité et forçage, constitue à mon avis un topos intellectuel, au moins aussi fondamental que le furent en leur temps les fameux théorèmes de Gödel. Ils jouent, au pluriel, ces deux concepts, bien au-delà de leur validité technique, qui les a jusqu'à présent confinés dans l'arène académique des derniers spécialistes de la théorie des ensembles. Alors, on va faire un peu de psychanalyse sauvage, à nouveau. Badiou s'identifie au générique, entre guillemets, de Cohen. Autrement dit, parce que lui ne le dit pas, à ce qui échappe à la propriété d'un nom. Parce qu'évidemment, les mots n'arrivent pas au hasard, même chez les mathématiciens. Et que le mot générique, dans la théorie de Cohen, purement mathématique, strictement rien à voir avec la philosophie de Badiou, évidemment, c'est une métaphore. Tout nom est une métaphore. Tout mot est une métaphore. Précisément parce qu'il y a du reste, il y a de l'oscillation. Et il y a du reste dans la transmission. Et c'est sur ce reste, sur ce déchet d'une certaine manière, ou sur ce non-dit plus exactement, que disait la phrase de Lacan tout à l'heure, j'ai cité au début de la séance, sur cette ambiguïté intrinsèque que la pensée prospère. Le seul objectif de Badiou, je le redis encore, dès l'origine de ses élucubrations, c'est de resquiller dans l'irréfutable, c'est-à-dire faire oublier qui il est et ce qu'il a pu proférer comme mensonge au cours de sa vie. Il ne faut pas oublier non plus qui c'est d'un point de vue existentiel. L'héroïsme existentiel, c'était quand même le maoïsme et le polpotisme et le stalinisme. On le sait tout ça, vous voyez, comment dire, c'est le même être. On connaît sa carrière, c'est fini le Badiou, il n'y a plus rien à découvrir de qui il est depuis le début. Faire oublier qui il est et ce qu'il a pu proférer comme mensonge au cours de sa vie. Et il va le clamer carrément dans la suite de son magnum opus, donc magnum opus, l'être et l'événement, après la parenthèse délirante sur le mot juif, portée du mot juif, une vérité affirme, dit-il, le droit, donc ça c'est en 2006, le droit infini de ses conséquences sans égard à ce qui les contrarie. Une vérité affirme le droit infini de ses conséquences sans égard à ce qui les contrarie. Produire dans le monde tel qu'il est, c'est Badiou qui parle, des formes neuves pour accueillir l'orgueil de l'inhumain. Donc là, il est en 2006, je vous le dis, il a défait sa natte mégalomaniaque, et là, il considère qu'il n'a plus de lecteurs qui peuvent voir son entourloupe. Il a raison, d'une certaine manière, il n'y en a plus beaucoup. Et donc là, il peut dire tout ce qui lui passe par la tête. Et ce qui lui passe par la tête, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Produire dans le monde tel qu'il est des formes neuves pour accueillir l'orgueil de l'inhumain, voilà qui nous légitime. Il importe donc que par dialectique matérialiste, nous entendions le déploiement d'une critique de toute critique. En finir, si possible, avec le Kant, Emmanuel Kant, affadi des limites, des droits et des inconnaissables. Affirmer avec Mao Tse-tung, pourquoi pas, nous parviendrons à connaître tout ce que nous ne connaissions pas auparavant. Fin de la citation de Mao Tse-tung. Affirmer en somme cette autre variante de l'action de la dialectique matérialiste,
tout le monde est capable de produire en lui-même sa vérité. Et la boucle est bouclée. Et l'entourloupe est parachevée. Et c'est le même qui, du coup, peut traduire une formule en grec à destination du lecteur polonais, chinois ou portugais de sa traduction de la République de Lacan par le mot vérité. Il se sert au passage, comme il dit. Alors, en réalité, cette mégalomanie de Badiou, elle est assez typique du fils détruit, qui se manifeste derrière des vantardises et qui ne prend pas le risque d'être lu. Il ne prend aucun risque d'être lu. Le travail que je fais, personne ne l'a fait avant moi. Personne n'a fait ce travail que je fais d'aller voir dans le détail de ces rodomontades. C'est pour ça que c'est important de le faire d'une certaine manière. Et pourquoi personne ne l'a dit? Je fais une parenthèse, parce que les gens qui se sont opposés à lui ou qui l'ont critiqué, il y en a eu beaucoup. D'abord parce que les grands philosophes ses contemporains, c'est vrai contemporains dans le temps, à peine un peu plus vieux que lui, le méprisaient. Et donc, je n'aurais pas perdu une demi-seconde à lire du Badiou. Deleuze, Derrida, on l'a dit, et Lacan, bien sûr, et tous les autres. Deuxièmement, parce que les quelques-uns qui ont critiqué Badiou, à l'exception d'Éric Marty, mais qui ne le critique pas sur ces questions-là des mathématiques, parce que Marty n'est pas mathématicien, donc il n'a pas été voir dans le détail. Marty ne s'est intéressé qu'à l'antisémitisme de Badiou. Ce qui est bien, déjà. Mais ce travail-là, il n'est pas fait parce que la plupart des gens qui se sont, comme souvent dans les histoires des groupuscules d'ailleurs, qui se sont détachés de Badiou, comme Mehdi Belhaj-Kassem ou comme Guillaume d'Estivert, ont été précisément fascinés par Badiou. Et donc, dans leur travail, dans leur rapport à Badiou, il reste quelque chose de cette fascination. Moi, je vous l'ai dit depuis le début, je n'ai aucune fascination pour les mathématiciens, pour les matheux. Pour les matheux, j'aime les génies, mais dans tous les ordres, un génie de la musique ou un génie des mathématiques, mais pas pour les matheux, pas pour les mathématiques, et surtout pas pour les staliniens et les maoïstes. Alors que, par exemple, un Milner, lorsqu'il s'oppose à Badiou, on sent, sur Internet, vous trouvez ils ont été réunis, ils se sont rencontrés, ils se sont discutés, ils se sont rencontrés. Il y avait quand même un soubassement commun qui est d'avoir été maoïste, d'y avoir cru, d'avoir trempé dans le cloaque. Ça laisse des traces. Même chose entre Béni Lévy et Badiou. Badiou a traité Béni Lévy de rabbin sectaire et Béni Lévy a dit que Badiou était un antisémite, un philosophe antisémite. Voilà, il y a un problème. Ils peuvent pas aller, si vous voulez, ils peuvent pas aller jusque dans la nudité du truc parce que, dans le mauvais rapport à la nudité du truc, parce qu'eux-mêmes ont été dans un mauvais rapport. Béni Lévy il a été lui aussi un stalinien. Donc voilà pourquoi il faut, d'une certaine manière, seul quelqu'un qui vient de la pensée juive peut faire ce travail de déconstruction, parce que Béni Lévy ne vient pas de la pensée juive, il a rejoint la pensée juive à un niveau tout à fait honorable, mais il n'en vient pas. Il était platonicien avant d'être sartrien, évidemment, et maoïste, on le sait bien, avant d'être le penseur juif tout à fait honorable qu'il est devenu. C'est pour ça que, d'une certaine manière, les vantardises de Badiou sont les vantardises de celui qui ne prend pas le risque d'être lu. Parce que, qu'il soit le philosophe le plus traduit et le plus vendu dans le monde, comme il s'en targue, et c'est sans doute vrai, ça n'implique pas qu'il est celui qui soit le plus lu. Et c'est même l'inverse. Pour la raison, je vous l'ai dit, que quiconque sait vraiment lire ne perdra pas son temps avec les élucubrations d'un Badiou. Et donc, ce n'est pas un hasard si c'est à partir de 2006, juste un peu avant qu'il devienne un auteur best-seller avec De quoi Sarkozy est-il le nom, c'est-à-dire un livre dans lequel, je ne l'ai pas lu, mais dans lequel un nom propre, tout à coup, est associé à un signifié sale, qui est encore une manière de souiller. Peu importe ce qu'on pense de Sarkozy, et j'en pense le plus grand mal de la politique de Sarkozy. On peut dire la même chose de Sarkozy que ce qu'on peut dire aujourd'hui de Macron ou de tous les autres.
Mais dire de quoi Sarkozy est-il le nom, c'est pas la même chose que dire de quoi le capitalisme est-il le nom, ou de quoi le néolibéralisme est-il le nom, ou de quoi la corruption politique est-elle le nom. Vous voyez, associer un nom propre à une réalité cloacale, là, on est dans la souillure. Et il n'est que dans ça, dans la souillure ou dans l'utilisation des noms propres, alors qu'il dénie à tout nom propre en mathématiques le droit d'être un nom propre, en utilisant uniquement comme une matraque, le Paul Cohen, par exemple, pour matraquer les deux grandes Atlantes, les cariatides qui lui empêchent, qui lui bouchent le passage. Ou contre Heidegger. Bon, j'ai assez expliqué ça, hein, j'espère que c'est clair. Mais voilà comment, par exemple, au moment où sa mégalomanie éclate à l'air libre dans Logique des mondes, donc en 2006, après l'épisode de souillure et de purgation du nom propre de portée du nom juif, parce que c'est un moment de purgation aussi, il se sent de taille à prendre son rang parmi tous les noms que lui déclare propres. De même que dans portée du mot juif, il déclare qui sont les grands juifs, selon lui. Dans une de ces consternantes synthèses dont il a la manie, encore une, et voilà comment, tout à coup, Mr. Badiou, Dr. Nigo et Mr. Badiou, devient un des grands philosophes parmi tous les grands philosophes. Si les effets conjoints des deux traditions françaises, respectivement de Brunswick, idéalisme mathématisant, et de Bergson, mysticisme vitaliste, l'une passant par Cavaillès, donc l'idéalisme mathématisant, Cavaillès, Lothman, De Santi, Althusser, Lacan et moi-même, l'autre par Canguilhem, Foucault, Simondon et Deleuze, donc le mysticisme vitaliste, vous voyez la manière débile dont il rafle les noms propres, autorise que le siècle qui s'ouvre ne soit pas dévasté par la modestie, la philosophie n'aura pas été inutile. Parce que pour cet abruti, le grand problème qui a dévasté le siècle, c'est la modestie. Sachant qu'il ne sera pas lu, Badiou, il peut bagnauder dans les grandes proclamations autocongratulatrices, comme celle que je viens de vous lire. Exactement comme lorsqu'il explique au fond qu'il a mieux compris Platon que Platon lui-même. Ce que j'en ai traduit, dit-il, et c'est une phrase de Badiou, hein, ce que j'en ai traduit de Platon est plus vrai que l'original. C'était peut-être une blague, c'était peut-être un mot d'esprit au moment où il l'a dit, mais en même temps, il le pense. Alors, on arrive quand même à la conclusion de cette séance, encore un petit peu de patience. Cette mégalomanie fragile de Badiou, sachant qu'il ne sera jamais lu pour ce qu'il est, à savoir un matheux malheureux, il va l'appuyer. Sur quel discours universaliste peut-il l'appuyer, autre que le discours universaliste le plus répandu en Occident concernant la vérité? Quel est le discours universaliste le plus répandu en Occident concernant la vérité sur lequel peut s'appuyer un Badiou et qui va contredire tout ce qu'il a dit auparavant, mais il n'est pas une contradiction près, vous l'avez vu, pour patiner dans l'imposture, une fois de plus, et pour se pavaner dans l'entourloupe, la religion qui s'appelle universelle, qui détient la vérité universelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie, le catholicisme. Et là, on arrive dans l'œil du cyclone de l'entourloupe de l'exalté du mathème. C'est-à-dire que, on l'a vu, hein, on l'a assez compris depuis tout à l'heure, Badiou, il est en position de crucifier entre le bon larron mathématique, voilà, il est comme le Christ, il est entre un bon larron, c'est les mathématiques, et le mauvais larron Heidegger, qui va généraliser pour noyer son poison dans les philosophes. Et quand il dit les philosophes, il ne pense qu'à un seul, c'est Heidegger. Et comme le Christ déclare à propos de ses bourreaux, ils ne savent pas ce qu'ils font, Badiou déclare à propos de ceux qui l'humilient doublement, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ça, c'est le mauvais larron. Et ils ne disent pas ce qu'ils savent. Ça, c'est le bon larron, les mathématiciens. D'où le parallèle qu'il fait sans craindre le ridicule entre son discours, son livre, son texte, sa pensée et la Sainte Trinité. Vous croyez que je blague? Ben non, je ne blague pas. Voilà ce qu'écrit Badiou, c'est dans L'Être et l'événement. Ce livre, conforme au saint mystère de la Trinité, est 3 en 1. Il est constitué de 37 méditations, ce mot renvoyant à des caractéristiques du texte de Descartes. L'ordre des raisons, l'enchaînement conceptuel et irréversible, l'autonomie thématique de chaque développement et une méthode d'exposition qui évite d'en passer par la réfutation des doctrines établies ou adverses. Je souligne. C'est un des trois du 3 en 1. Vous voyez, je parlais de nœud borroméen, évidemment, il n'y a pas utilisé le nœud borroméen, il utilise le mystère de la Sainte Trinité. Une méthode d'exposition, il parle de son texte, il parle de sa manière de procéder,
qui évite d'en passer par la réfutation des doctrines établies ou adverses. Évidemment, quand on a l'ambition d'être soi-même irréfutable, c'est plus pratique pour se déployer à partir d'elle-même.